s'occuper de tous les problèmes qui gênent l'existence et la vie des Sénégalais. Et ce problème-là, s'il est avéré, encore faudrait-il qu'il y ait une mesure qui nous permette de dire, effectivement, voilà l'incident de la loi sur l'augmentation des prix du loyer, les nouveaux loyers. Parce que, dit comme tel, on a tendance à généraliser probablement un cas particulier. Encore faudrait-il qu'il y ait une étude conséquente qui permette de déduire la conclusion à laquelle le journaliste a abouti dans son reportage. Parce que ça aussi, on émet trop vite des opinions sans pour autant que ces opinions soient fondées sur des faits. Je demande à avoir une étude conséquente qui établit de façon formelle ce constat qui a été fait. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Donc soyons prudents, n'allons pas trop vite en besogne. Regardez l'évolution de la situation. Naturellement, comme toute législation nouvelle, ça pose un problème d'application du point de l'environnement, d'abord de la mesure. Mais il n'y a pas que cette loi-là. Il y a d'autres lois également. Sur une piste en tout cas. Nous retournons au public. Une question là, à l'extrême droite. Et puis Eliman Sall peut se préparer au nom de l'association des locataires. Je m'appelle Frédéric Philippe Diouf. Oui, M. Diouf. Je suis membre de la RADO. Je suis chargé de l'éducation, la formation et la recherche. Merci M. Kat. Bonsoir M. le ministre. Bonsoir. D'abord, je me réjouis de l'organisation d'une telle tribune parce que je crois que cela participe de la construction de la citoyenneté. Dans une démocratie, je crois qu'il est essentiel que les citoyens puissent échanger et je crois que cette tribune nous en donne l'occasion. Et permettez-moi de vous féliciter pour cela. Alors, moi, donc, je vais peut-être poser ma question sous naturellement l'angle des droits humains. Je crois que du point de vue des droits humains, il y a des avancées considérables qui ont été faites ici au Sénégal, sur le plan institutionnel comme sur le plan législatif, mais aussi de façon concrète. On vient d'évoquer la loi sur les loyers, on peut aussi évoquer la couverture maladie universelle. Et pour nous, défenseurs des droits humains, c'était une préoccupation, parce qu'on s'est rendu compte que les parents pauvres des droits humains, c'était justement les droits économiques, sociaux et culturels. Et je crois que cela participe un peu à corriger la situation. Mais je crois également que c'est bien de faire des avancées sur le plan institutionnel, sur le plan législatif, mais les structures qui sont des structures d'accompagnement, qui sont des structures d'appui, elles-mêmes les institutions, je crois qu'il est essentiel de les renforcer en moyens financiers, en moyens matériels, en moyens humains, et renforcer également leur indépendance pour que ces structures et ces institutions puissent faire correctement leur boulot et, excusez-moi, puissent faire leur travail et en toute indépendance. Et c'est pourquoi d'ailleurs, en même temps que nous nous réjouissons du fait qu'il y a des mesures qui sont prises pour soulager les Sénégalais qui vivent dans des difficultés, en même temps, nous ne comprenons pas pourquoi l'État n'a pas ratifié le protocole facultatif au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui rend justement les droits économiques, sociaux et culturels justiciables au même titre que les droits civils et politiques. Et j'interpelle, je me permets d'interpeller monsieur le droit au logement, par exemple, puisque nous parlons du loyer. Droit à la santé, voilà. Oui. Alors donc, le Sénégal n'a pas encore ratifié ce protocole, tout comme le Sénégal n'a pas ratifié d'ailleurs aussi le deuxième protocole relatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit la peine de mort, bien que la peine de mort n'existe pas au Sénégal, mais je crois que ce serait bien de pouvoir... N'existe plus. Ce serait bien de pouvoir ratifier cela. Et monsieur le ministre de la bonne gouvernance, je crois que nous vous avions déjà interpellé aussi par rapport à cette charte, puisque nous sommes en train, au niveau panafricain, c'est une coalition panafricaine qui s'appelle SOTU, de dérouler un programme pour la ratification, l'harmonisation et la mise en œuvre d'instruments juridiques régionaux relatifs à la gouvernance, aux droits humains, à la démocratie. Et le Sénégal, qui est cité comme exemple dans la sous-région, qui a justement un ministère de la bonne gouvernance, n'a pas encore ratifié cet instrument. Et donc, nous interpellons l'État à travers monsieur le ministre de la bonne gouvernance pour que véritablement l'État puisse ratifier cet instrument.
Très bien. C'est la soirée des ratifications. Iliman Sall de l'Association des locataires du Sénégal. Voilà. Merci, monsieur le directeur général, Mamadou Ibra Kane. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Je vous remercie pour l'invitation que vous faites à l'Association pour la défense des locataires du Sénégal. Monsieur le ministre, nous vous félicitons, après avoir remercié et félicité le président de la République, d'avoir quand même bien voulu signer ce décret-là portant baisse des prix du loyer. Nous vous félicitons, vous et votre gouvernement, constatons malgré tout quand même sur le terrain qu'il y a jusqu'à présent des bailleurs qui refusent d'appliquer la loi. Évidemment, pas plus tard que ce matin, nous avons reçu des plaintes de locataires qui venaient de la police pour cause de refus d'application de la baisse du loyer par le bailleur. Vous avez aussi parlé des nouveaux contrats. Les nouveaux contrats, souvent, doivent être accompagnés de l'application des surfaces corrigées. Normalement, le bailleur, quand il fait un nouveau contrat, doit joindre l'application, doit faire le décompte avec le locataire et joindre les surfaces corrigées avec ce contrat. Mais malheureusement, ce que nous constatons effectivement, Mamadou, avec le reportage, je pense que c'est vrai, parce que nous avons eu plus de 300 cas, de nouveaux cas, de locataires qui, après avoir pris un nouveau logement, ont connu effectivement une flambée sur les prix des nouveaux prix. Alors que la loi demande aux bailleurs de joindre les surfaces corrigées qui ont été réformées. Hein, parce qu'aujourd'hui, suivant la baisse, vous ne pouvez pas, si vous appliquez les surfaces corrigées, dépasser les prix qui sont pratiqués aujourd'hui sur le marché. Donc je pense que la loi a réglé cela, mais aujourd'hui le problème réside sur l'applicabilité sur le terrain et que des moyens conséquents quand même doivent être consentis pour appuyer les services du ministère du Commerce qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, sont un peu dépassés et le numéro vert est souvent saturé. Ce qui fait que souvent, soit ils se déplacent ils vont sur place et que souvent ils sont envahis et les services de police également. Donc je pense que les locataires sont aujourd'hui confrontés à ce problème-là. Très bien. Je vais rappeler, parce que c'est toujours utile de rappeler que les taux, 29% pour les prix qui sont inférieurs à 150 000, 14% entre 150 000 et 500 000 et plus de 500 000, on est à un taux de 4% de baisse. Monsieur le ministre. Oui. Écoutez, monsieur le président de l'association des locataires vient d'exprimer un point de vue qui me réjouit beaucoup, remercier le gouvernement sénégalais pour les efforts qui ont été faits. C'est vrai. Je disais tout à l'heure que malheureusement dans le cas d'espèce, il y a des gens qui sont toujours prêts à contourner la loi. Mais la loi en elle-même prévoit des mécanismes qui permettent aux citoyens concernés soit de saisir la justice, la police, etc., etc., par le mécanisme des surfaces corrigées. Mais ce problème d'application de la loi va au-delà du cas d'espèce seulement. C'est de manière générale l'application de la loi. L'application de la loi chez nous, elle est tributaire de plusieurs choses à la fois. La méconnaissance des droits des citoyens. Et c'est en cela que dans des pays comme la France, c'est les associations, et je sais qu'ils font un travail remarquable, des consommateurs qui accompagnent les uns et les autres. C'est vrai, vous avez relevé 300 cas sur l'ensemble du Sénégal. Je pense qu'il faut aller au-delà des 300 cas, documenter le problème et de voir dans quels termes il se pose. Et ce qui est peut-être nécessaire de corriger, même s'il le faut, au niveau de la loi, pour saisir ces cas et permettre de faire en sorte que l'esprit qui a présidé au vote de cette loi prévale également quand il s'agit de signer un nouveau contrat. C'est la seule chose qu'on peut dire par rapport à ça, en précisant que ce que j'ai dit au départ, à chaque fois qu'un problème se pose aux citoyens naturellement, le gouvernement a le devoir et la responsabilité de voir ce qui se passe. Je peux vous assurer. En quantité industrielle, 300 cas qu'ils signalent déjà. Oui, c'est vrai, mais si vous allez en France, le DAL, la loi DAL, on ne l'applique pas en France. Et pourtant, en France, les gens sont beaucoup plus évolués par rapport à la connaissance du droit et par rapport à la pratique des cours et tribunaux. C'est rare de voir un Sénégalais même se lever un matin et dire « Bon, je vais attaquer mon logeur ». Il préfère même rendre les armes et aller chercher un autre logement.
ça veut dire que nous aurons encore des difficultés. On ne peut pas quand même ignorer le taux d'analphabétisme, monsieur le ministre. C'est ça que je suis en train de dire. Même ceux qui sont instruits, oui, même ceux qui sont instruits, oui. Ça c'est le rapport que nous avons avec l'instruction judiciaire. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous avez fait droit comme moi, c'est que c'est une très belle fiction juridique du point de vue de la pratique, mais tout le monde ignore la loi malheureusement chez nous. Et même ceux qui sont censés parfois l'appliquer peuvent l'ignorer. Voyez-vous, le code de la route c'est un code. On ne le respecte pas toujours. Ça arrive souvent le cas. On le viole. Passer au feu rouge, c'est un peu léger ce que je suis en train de dire. Mais simplement vous dire, le rapport qu'on a par rapport à la loi, c'est différent du rapport que certains citoyens dans des pays avancés, il y a une relation dialectique entre le niveau de respect de l'intégrité publique et le niveau de développement citoyen. Ce rapport, il est corrélé, il est tenu. Vous ne pouvez pas dire une loi sera appliquée à 100% et sera parfaite tant que vous êtes dans une citoyenneté encore en balbutiement, encore en construction et encore dans un environnement de sous-développement. C'est les contraintes que nous connaissons dans toutes les autres lois. Malheureusement, dans le cas d'espèce, ça frappe le portefeuille des citoyens, ça pose un problème. Prenez la loi sur, par exemple, l'excision. Malheureusement, jusqu'à présent, il y en a qui ne la respectent pas, comme d'autres lois et d'autres lois. Mais l'effort du gouvernement sera maintenu, également la perspicacité de tous les acteurs pour qu'enfin cette loi-là s'applique dans toute sa rigueur et apporte tous les bénéfices nécessaires à l'ensemble des citoyens concernés. Payer un logement à la fin du mois, c'est difficile, c'est pas facile. Surtout quand vous êtes dans un contexte où déjà la vie est quelque peu difficile, où il n'y a pas beaucoup de citoyens qui travaillent, c'est quand même difficile. On le reconnaît, mais il n'empêche, le gouvernement a pris ses responsabilités, parce que le premier acte de courage, vous l'avez dit, c'est de faire exister cette loi-là. Beaucoup en doutaient au départ, mais beaucoup se sont rendus compte que ça a été une bonne chose, c'était opportun de le faire, et on l'a fait. Justement, M. Diouf de la Rado a beaucoup insisté sur les droits économiques, sociaux et culturels, en plus des ratifications auxquelles vous devrez procéder, comme il le souhaite. D'accord, un constat qui me réjouit. Beaucoup d'avancées ont été faites, réalisées, depuis que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, en matière d'institutionnalisation d'un certain nombre de droits et de mise en place de mécanismes et de structures qui permettent de respecter davantage ces droits de la personne. Ça, c'est important. Et c'est bien de le dire. Vous avez également dit qu'il faut renforcer les moyens. Justement, monsieur, c'est le problème auquel nous sommes confrontés dans tous les secteurs. Il faut renforcer les moyens, mais il faut surtout produire la richesse qui permet de renforcer les moyens. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de changer totalement de mode de production dans notre société et de créer les conditions qui puissent apporter davantage de richesse et pouvoir pourvoir davantage à tous les secteurs. Naturellement, vous prêchez un convaincu. Le président Macky Sall en est conscient, le gouvernement également. Moi qui vous parle, il faut renforcer les moyens. Mais une fois dit, il faut trouver les moyens pour renforcer les moyens. Et pour renforcer les moyens, il faut produire de la richesse. Parce qu'avant de partager une richesse, il faut la produire. Je sais que les Sénégalais aiment bien partager la richesse. Mais est-ce qu'on travaille suffisamment pour que ces richesses existent? Ça, c'est une problématique et au cœur du débat. Et tant que nous n'aurons pas les moyens, d'abord intellectuellement et dans la pratique, de régler ce problème-là, on n'avancera pas trop. C'est la même interrogation qui a été posée par M. Dianté. Et à juste titre, il a raison. Mais en même temps, chez vous, je donne un exemple. Si votre épouse vous dit d'augmenter les kilogrammes de viande, d'augmenter les kilogrammes de poisson que vous achetez, et si votre salaire n'a pas évolué, vous ne pouvez pas l'acheter. Le gouvernement n'est pas loin d'un ménage. On ne peut pas distribuer une richesse qui n'existe pas. On la crée pour pouvoir la redistribuer. Sinon, on s'endette. C'est un mécanisme. Mais justement, vous-même, si on s'endette, vous allez commencer. Le gouvernement, il faut respecter quand même sa capacité d'endettement. Un certain nombre, on s'endette, mais dans la limite des possibilités offertes par la structure de notre économie. On ne va pas s'endetter à l'emporte-pièce et à toutes les conditions. Non, il faut s'endetter pour investir utilement
et rendre efficace la dépense. Il y a un débat majeur dans ce pays-là. La dépense publique. Non seulement le sens de la dépense publique, son efficacité, son opportunité et son efficience. Et tout l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à mettre en place un mécanisme d'évaluation de l'exécution des politiques publiques au Sénégal. Heureusement, le président Macky Sall a décidé également de mettre en place une structure. Et ça, il faut le voir, il faut en avoir une lecture globale dans le cadre de la mise en place du PSE. Voilà. Très bien. Alors, je voudrais les ratifications. Oui. Vous savez, le Sénégal, quand même, un état de droit. Ça, on ne le dit pas simplement. La ratification suit un mécanisme et une procédure bien particulière. On peut avoir des retards, pas dans ce domaine seulement. Je peux vous dire, je plaide pour ma chapelle quand même. La charte de l'Union africaine sur la gouvernance et la démocratie n'est pas encore ratifiée. Les instruments de ratification sont passés entre les mains du gouvernement, on les dépose. Vous savez, il faut également voir bien que le Sénégal a signé. C'est important de signer. Nous l'avons signé. Ça veut dire que nous l'avons signé, sa vocation c'est de ratifier. Et même, tous ces instruments internationaux, au-delà du symbolisme, c'est que notre droit positif interne intègre ces mécanismes et l'ensemble de ces droits qui sont offerts sur le plan international. Tous. D'abord, si vous ratifiez déjà la 4e génération de droits, la 3e, la première, vous êtes déjà dedans. Tout le reste, c'est des aménagements conséquents pour tenir compte de certaines spécificités qui sont arrivées dans le contexte international après. C'est ainsi qu'on a mis sur le terrorisme. On ne connaissait pas. La corruption, tout ça, on ne connaissait pas. La charte sur la Constitution des Nations Unies. C'est l'évolution du temps. Mais cela ne pas... Avant même que cette charte n'existe au Sénégal, ne soit intégrée par les Nations Unies en 2003, le Sénégal a mis en place en 1981 la loi sur l'enrichissement illicite, qui est un mécanisme de lutte contre la corruption. Avant même de ratifier la charte, le Sénégal a quand même mis en place l'OFNAC. C'est des droits importants que nous avons mis en place. Ça veut dire qu'il y a une obligation morale et juridique, je peux même dire, de ratifier des conventions. Les conventions constituent un symbolisme important, mais par-delà de ça, notre droit positif interne a réglé un certain nombre de questions tout aussi fondamentales que les questions qui sont posées dans les chartes. Je ne suis pas en train de justifier la non-ratification, mais je suis en train de vous dire, en l'état actuel du droit positif sénégalais, nous sommes capables de saisir les cas qui sont déjà dans la Convention internationale. Très bien. Alors, c'est l'occasion maintenant d'introduire mes deux confrères, Daouda Diarra, du directeur de publication du Populaire, et Amadou Ba du quotidien LAS. Nous allons auparavant, j'ai choisi cette fois-ci de coupler deux sujets, parce que le temps qui nous reste n'est pas beaucoup. Le premier sujet, c'est sur la traque des biens mal acquis. Le gouvernement a fait beaucoup de communication sur ce sujet. Beaucoup d'anciens dignitaires de l'ancien régime ont été, beaucoup de dignitaires, disons, de l'ancien régime ont été entendus. Il y en a un, le plus en vue, Karim Wade, qui est depuis près d'1 an en détention préventive en attendant son jugement ou peut-être qu'il y ait un non-lieu sur son cas. Et il y a également, Monsieur le ministre, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption qui a été mis en place. Nous allons suivre ces deux sujets. Daouda Sow pour le premier sur la traque des biens mal acquis et le second, Maïmouna Ndiaye. Nous sommes à la chasse de milliards. Nous voulons faire revenir tous les milliards qui ont été détournés. La traque des biens présumés mal acquis est ainsi lancée. La CREI réactivée poursuit Karim Wade et compagnie pour le délit d'enrichissement illicite. Une décision saluée dans le principe, mais la stratégie pose problème, selon défenseurs des droits de l'homme et membres de la société civile. Il y a eu beaucoup de difficultés. Des difficultés liées aux procédures de fonctionnement de la Cour, des difficultés liées également à des détentions prolongées. Dans une opération aussi complexe, le gouvernement, à mon avis, aurait dû mettre en place une stratégie claire, avec un plan d'action bien étudié, avec l'étude de toutes les hypothèses possibles. Il aurait été souhaitable que, dès le départ, le gouvernement ait une feuille de route très claire. Manifestement, ce n'était pas le cas. Et donc, il y a eu un sérieux problème de pilotage stratégique de ce dossier.
La médiation pénale soulevée par certaines autorités dans le cadre de la traque fait aussi débat. Sur la médiation pénale en tant que telle, nous n'avons pas de problème. Mais la manière dont elle a été pratiquée au Sénégal également pose problème. Parce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont volé peut-être un poulet, un mouton ou autre chose et qui croupissent en prison. La médiation pénale, je reste convaincu que ce n'est pas possible en matière d'enrichissement illicite. Ça, c'est du point de vue juridique, mais du point de vue moral, moi je l'ai déjà dit, je trouve ça scandaleux. Je trouve scandaleux qu'on envisage une médiation pénale qui a pour conséquence très grave qu'une fois que la médiation est faite, la personne est censée n'avoir jamais été impliquée dans quoi que ce soit. Ça efface tout. La CREI est souvent décriée dans son fonctionnement. Le président de la République a même annoncé son remplacement par une autre cour, la CRIEF. Dans ce changement, il y a quelque chose que j'apprécie très positivement, c'est le fait qu'effectivement, qu'on accorde aux personnes poursuivies devant la CREI la possibilité de faire appel. Le droit au double degré de juridiction est un droit qui est quand même essentiel. Ça, je m'en félicite. Par contre, je pense que le projet tel qu'il est formulé va poser un gros problème. Et il faut faire très attention. Faire en sorte, aujourd'hui le projet prévoit que cette juridiction est compétente pour tous les délits à caractère économique et financier, y compris les détournements de deniers publics. On va avoir un énorme goulot d'étranglement. Après le recours des avocats de Karim Wade pour inconstitutionnalité de la CREI, le Conseil constitutionnel va les débouter. Les défenseurs des droits de l'homme et les membres de la société civile souhaitent que justice soit faite et les fautifs sanctionnés. Mais pas de chasse à l'homme. La corruption, un fléau très pris au sérieux par l'État du Sénégal, l'OFNAC, l'IGE, entre autres, ont été mises en place pour endiguer le phénomène, mais leur efficacité et leurs résultats suscitent débat. Sur le plan théorique, on est très en avance, mais sur le plan pratique, ce n'est pas le cas. Je ne doute pas quand même de l'efficacité de ces outils-là. Mais il fallait peut-être mieux encadrer la chose publique et laisser libre cours aux différents organes qui sont chargés quand même de ces méthodes-là et de ces stratégies-là pour une bonne gouvernance. Accepter qu'après 2 ans qu'il y ait des enquêtes, qu'il y ait des audits, qu'on révèle au public. Les marchés publics sont là, seulement la démarche pose problème. On a créé des ministères, on a créé des institutions, mais on n'a pas une politique cohérente véritablement au niveau de l'État, par exemple pour lutter contre la corruption. Sachant que la corruption c'est le problème, mais la solution c'est un système d'intégrité. Et on n'a pas encore au Sénégal une véritable politique sectorielle. Il urge alors d'adopter une loi pour une meilleure régulation. Nos gouvernants ne respectent pas les règles du jeu. Vous savez, une loi, on dit, et ce sont les farfouilles à mon avis qui le disent, excusez-moi le terme, mais c'est comme ça, elle est faite pour être contournée. Pourquoi? Non, les lois sont faites pour être respectées. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui, après tant de bruit sur ces marchés publics-là, et les détournements supposés, qu'on vienne encore nous servir les mêmes pratiques. Aujourd'hui, on parle de partenariat public-privé, mais tout le monde sait que ce sont les niches de corruption partout dans le monde, pas seulement dans le Sénégal, même dans les pays qui sont les mieux cotés en termes de corruption, c'est le partenariat public-privé qui est la porte d'entrée. Et donc, il nous faut véritablement des mécanismes pour verrouiller tout ceci. Traque des biens mal acquis, marché gré à gré, le concept de bonne gouvernance est porteur de progrès, mais à condition que la transparence soit de mise. Alors, Abdoulatif Coulibaly, avant d'introduire mes confrères, si la CREI est faite pour les anciens gouvernants, l'OFNAC est fait pour les actuels. Aurions-nous tort de résumer les choses ainsi? Oui, vous avez tort. Moi, je le crois sérieusement, vous avez tort de poser le problème. L'OFNAC est fait pour tous les citoyens sénégalais, quels qu'ils soient. Pas simplement pour les gouvernants. CREI également est fait pour tout citoyen sénégalais qui a été responsable ou qui est responsable d'une institution publique dans laquelle
il y a eu gestion des deniers publics. Comment peut-on expliquer que la CREI n'ait épinglé que des dignitaires de l'ancien régime? Mais quels sont les dignitaires de l'ancien régime qui ont été épinglés? La CREI ne connaît pas de dignitaires, il connaît des citoyens sénégalais en infraction par rapport à la loi sénégalaise. Première précision. Deuxième précision que je voudrais faire à l'endroit des commentaires qui ont été faits. Il est une chose de dire je ne suis pas d'accord avec la stratégie, c'en est une autre de dire qu'il n'existe pas de stratégie. Ça, c'est, à mon avis, être imprudent dans la démarche et ça ne sert pas la cause sur laquelle on intervient. C'est l'avis de Maître Adama Gueye, par exemple. C'est inexact de dire qu'il n'y a pas de stratégie. Je ne suis pas d'accord avec la stratégie, je suis d'accord avec lui. La stratégie n'est pas efficace, je peux le concéder, c'est une opinion. Encore faudrait-il la démontrer. Mais inexact, les Sénégalais apprécieront au terme de ce que nous sommes en train de faire. C'est tout aussi inexact de prétendre qu'il n'y a pas une politique claire en matière de gouvernance au Sénégal. Je les invite personnellement à lire la stratégie nationale sur la promotion de la bonne gouvernance et l'ensemble du dispositif légal qui est mis en place pour renforcer le système d'intégrité nationale au Sénégal. Tenez, vous avez la Cour des comptes qui a été réformée. La Cour des comptes non seulement va faire un contrôle sur la gestion, aujourd'hui a notre prérogative qui lui permet de faire un contrôle de performance. Ça n'existait pas avant, c'est maintenant que ça existe. L'OFNAC vient d'arriver. L'OFNAC a non seulement la possibilité de faire des enquêtes, mais l'OFNAC n'a aucune entrave, à moins que ça soit une entrave qu'elle-même, l'institution elle-même se donne. Il a accès à tous les comptes bancaires, aucun secret ne lui est opposable. Il peut saisir directement la police judiciaire pour faire ses enquêtes. Avant, la commission sur la corruption n'avait pas tous ces dispositifs-là. Il peut saisir directement la justice. En quoi peut-on dire qu'il n'existe pas un système, une politique claire? Ajouté au fait qu'on a réactivé la CREI, on peut contester un certain nombre de dispositions, on peut dire je ne suis pas d'accord, et même le justifier au plan du droit. Mais dire que le système n'existe pas, c'est inexact. Et nous avons intérêt, tant au niveau de la société civile qu'au niveau du gouvernement, en parlant aux citoyens de dire l'exactitude des faits. Et sur les faits, on discute. Mais quand vous prenez des faits qui vous sont propres, vous les étalez et vous voulez faire un débat sur cette question-là, on affaiblit la démocratie et on ne sert pas nécessairement l'opinion. Et ça, c'est un problème. C'est un vrai problème. Discutons des faits et de l'existant plutôt que d'inventer des faits qui n'existent pas et convoquant un débat national là-dessus. Ça, c'est inacceptable. Amadou Ba de l'AS et puis Daouda Diarra du Populaire. Monsieur le ministre, juste une question. Oui. Je voudrais justement abonder dans le même sens. Est-il possible de faire de la bonne gouvernance quand un ministre a un salaire qui ne lui permet pas de vivre décemment? Quand on sait que la plupart des gens qui ont été épinglés, c'est justement sur les marchés de gré à gré, et ça a existé même sous le régime, sous Macky Sall. Donc, est-il possible concrètement de faire de la bonne gouvernance avec ce traitement actuel des ministres? Votre question? Il gagne combien le ministre? Je sais pas, 2 millions. En toute transparence. Vous savez, au Sénégal, on ne dit pas son salaire. Moi, je vous aurais dit mon salaire, mais on ne dit pas le salaire au Sénégal. Tout le monde le sait. Vous gagnez combien? 2 millions. Vous gagnez combien? Non, là on parle... Non, ne faisons pas de confusion. Attendez, moi je suis dans une structure privée où vous servez les Sénégalais au niveau de l'État. C'est là votre erreur fondamentale. 2 millions, c'est à peu près ça. Permettez-moi, la structure privée, en matière de gouvernance, a les mêmes responsabilités que la structure publique. Il faut le savoir. Et les gens qui sont là assis, les syndicalistes eux-mêmes, le savent très bien de quoi je parle. Quand on parle de gouvernance, elle induit à la fois la structure publique et la structure privée. Donc de ce point de vue, kiff-kiff. La question vous est destinée en tout cas. Merci, je vais répondre. Vous êtes libre de ne pas y répondre, non, je vais répondre. Mais elle vous est destinée. Oui, d'accord, mais je veux dire que ça ne m'aurait pas gêné de dire mon salaire, moi. Mais bon, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, c'est pas important. Très bien. D'ailleurs, ce qui motive la question prouve simplement l'erreur qu'on commet en matière de gouvernance. La gouvernance n'est pas liée simplement à l'enrichissement ou à une situation de non-enrichissement. Je vais vous expliquer. Le seul fait qu'on doive tenir une réunion à 15h, qu'on la tienne à 16h, c'est un problème. Voyez-vous, on devait faire cette émission à 15h, on l'a fait à 15h, 16h. J'avais une réunion à mon bureau, je dois y être à 17h, la réunion est passée. C'est une question fondamentale de gouvernance. Il y avait quand même le temps de la mise en place. Oui, mais la mise en place, on aurait dû l'inclure dans le temps, avant qu'on arrive. Tout. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? La gouvernance, ce n'est pas une question monétaire. C'est une question de structure, de comportement, d'attitude et d'état d'esprit vis-à-vis de ce que nous avons comme responsabilité dans la conduite du projet démocratique national. Voilà. Et il faut le comprendre. Alors vous dites un ministre
qui gagne à peu près, le salaire du ministre, c'est 2 millions de francs au Sénégal. À peu près. Si vous avez des indemnités, vous avez quelque chose. Je l'ai dit, enfin, vous êtes satisfait. Voilà. C'est à peu près ça. Merci. Ce que vous êtes en train de dire, vous insinuez que quelqu'un qui est pauvre n'est pas digne. C'est ça que vous dites. Ah si. Parce que quand vous dites comment on peut faire de la bonne gouvernance quand on a un salaire de 2 millions de francs. Combien de Sénégalais ont un salaire de 2 millions de francs? Non, pas du tout. Les gré à gré sont dans une proportion de 19 à 21%. C'est dans les mêmes commissions. Oui, mais les commissions, on les prend également dans les sociétés privées. On les prend partout. Oui, on a quand même entendu le président Macky Sall au lendemain du groupe consultatif dire oui, il a raison. Ne donnez plus aucun sou pour un contrat qui doit être signé. Mes amis, le chef de l'État qui l'a dit. Je suis d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle il a mis en place l'OFNAC, pour traquer les corrompus. C'est la raison pour laquelle il a mis en place, réactiver la CREI. Comprenez? Et c'est la raison pour laquelle il a envie aujourd'hui d'installer une commission d'évaluation des politiques publiques. C'est la raison pour laquelle il a accepté la réforme de la Cour des comptes qui aujourd'hui évolue dans une perspective, une dynamique encore plus importante. Et c'est la raison pour laquelle il a enfin accepté en Conseil des ministres de débattre de la stratégie nationale de bonne gouvernance le 11 juillet dernier et de l'adopter et de l'accompagner. C'est la raison pour laquelle, et j'ai reçu l'instruction de faire participer notre pays à Open Governance Partnership, qui est l'une des structures mondiales les plus reconnues en matière d'économie ouverte et d'économie exempte, c'est-à-dire économie ouverte plutôt. Et de ce point de vue-là, la volonté politique est déterminante dans ces cas-là. En revanche, la politique politique doit être traduite en engagement. Et l'engagement, c'est à la fois de sa part, de notre part, et de vous-même et de tous. Chacun assume ses responsabilités dans la société. On a comme l'impression qu'il y a une responsabilité unique, celle de l'État. Si vous regardez la base de la pyramide de la croissance du PSE, vous verrez qu'il y a une capacité de l'État d'impulser. Mais c'est dans un sens global qu'il faut le comprendre. C'est dans la capacité des citoyens eux-mêmes à accepter le fait et à changer de comportement et d'attitude vis-à-vis de la chose publique. Je vais donner un exemple. Comme ministre chargé de la promotion de la bonne gouvernance, tous les matins, je signe plus de 10 lettres qui me parviennent pour me demander un soutien du ministère pour organiser qui un gamo, qui un mariage, qui un ziar. D'accord? Je viens. Où je vais trouver ces fonds-là? Et vous ne soupçonnerez pas les gens qui vous envoient ces lettres-là. C'est qu'objectivement, qui sont ces si je prends... Mais je ne peux pas vous le dire ici. Mais je vous dis, on n'a pas besoin de nom. Mais c'est la responsabilité de tous les citoyens. Un ministre social, par exemple. Un ministre chargé de la promotion de la bonne gouvernance. Si vous lui demandez de vous donner tous les IRA au Sénégal, tous les gamos au Sénégal, tous les, je ne sais pas quoi et quoi encore, vous avez des lettres de demande de parrainage, de deux choses l'une. Ou il lui demande de piquer dans la caisse et de le donner, ou il demande de lui donner votre salaire. Ce n'est pas possible de donner le salaire. Très bien. Amadou Alors, laissez-moi finir le raisonnement. Oui, il est important. Terminé, oui. Alors, ça veut dire que la responsabilité, elle est collective. Elle est une responsabilité qui émane à la fois, c'est vrai, que le gouvernement doit être au cœur de la responsabilité, la conduire, mais elle est également de faire des citoyens, des groupes organisés de toutes les instances qui prennent part d'une manière ou d'une autre dans la conduite du projet démocratique national. C'est ça qu'il faut comprendre. Justement pour effectivement souligner cet aspect-là, parce que quand un ministre, quand il reçoit chaque jour un certain nombre de demandes, ça pose un problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être revoir le statut ou alors le traitement des ministres, mais quitte à lui imposer un résultat? Là, vous ne vous adressez pas à la bonne personne. La seule personne à qui cette question est destinée, c'est le président de la République. C'est lui qui peut décider d'augmenter les traitements. Mais je crois fondamentalement la question n'est pas là. Pour moi, la bonne gouvernance n'adresse pas que la question financière, monétaire. C'est un épiphénomène par rapport à la question globale de la bonne gouvernance. C'est un épiphénomène. L'épiphénomène se pose en ces termes. Est-ce que c'est signifiant qu'on règle le salaire d'un ministre quand tous les autres directeurs sont dans une situation qui n'est pas enviable? Parce que le ministre, vous savez, le ministre, c'est le symbole. Je ne dépense pas un rond dans mon ministère. Ce n'est pas moi qui dépense. Il y a un administrateur de crédit délégué. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, vous ne l'avez pas posé la question, si. Je la pose. La déclaration de patrimoine. Elle va être posée. La déclaration de patrimoine. On va la poser. Parfait. Qui participe également du renforcement du système d'intégrité nationale. C'est fondamental. Elle n'adresse pas simplement les ministres. Tous les gens détenteurs de pouvoir dans l'administration des régies financières
l'administration de l'argent de l'État. Parce que, originellement, la déclaration de patrimoine, c'était une pratique bien connue des traditions anglo-saxonnes. Parce que vous êtes élu, vous êtes nommé, vous décidez volontairement par vous-même, si vous êtes un industriel, un entrepreneur, parce que vous êtes élu député, de mettre en gestion fiduciaire vos biens propres et de les déclarer à la nation. C'est un mécanisme de protection du citoyen lui-même qui arrive à niveau de responsabilité. Dans la culture latine, malheureusement, c'est à la suite de scandales retentissants que le législateur a cru bon, nous sommes dans la même lignée et dans le même esprit, de mettre en place ces déclarations de patrimoine. Heureux qu'on les mis en place. Oui, l'Assemblée vient de voter la loi. Ah oui, tout à fait. Est-ce que ces déclarations seront publiées pour que le public en prenne connaissance? Non, ils ne sont pas publiés. Mais ce que nous avons fait, c'est mieux. Le fait que le public prenne conscience de mon état de patrimoine est peut-être important du point de vue de la satisfaction de la curiosité intellectuelle. On va dire, tel il attend, tel il attend. Mais bon, ce que nous avons fait, il y a une relation dialectique directe entre l'OFNAC, qui est chargé de réprimer les cas de corruption et de fraude, et le fait qu'on lui dépose la déclaration de patrimoine. C'est encore plus significatif. En France, par exemple, c'est une instance dédiée. En Belgique, c'est une instance dérivée à l'intérieur de la Cour des comptes. Chez nous, c'est une instance dérivée à l'OFNAC. Mais pourquoi c'est plus intéressant au Sénégal? Parce que l'OFNAC qui est chargé de lutter la corruption, contre la corruption, qui est au courant de l'ensemble des patrimoines d'à peu près de 3000 Sénégalais. C'est intéressant du point de vue de la lutte contre la corruption. C'est encore plus important que Mamadou Ibra Kane, journaliste, le sache et dise que Latif attend. Ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt qu'il y a, c'est que la connaissance puisse emporter des conséquences de droit, éventuellement. Et dans ce cas d'espèce, la conséquence de droit sera quoi? L'OFNAC est au courant, là vous pouvez avoir des problèmes. D'autant plus qu'une déclaration à la fois d'entrée et de sortie. C'est ça le plus important. Il est même interdit de publier sans l'accord de l'intéressé son patrimoine. Nous sommes quand même un pays où il y a un certain nombre de pratiques qui ne sont pas les nôtres. Quels sont les On ne moyens... diffuse pas le patrimoine de quelqu'un auprès de tout le monde. Quels sont les moyens dont dispose l'OFNAC pour contrôler la véracité de ce qui est déclaré? Tous les moyens qui sont mis à disposition par la loi. Parce qu'il y a le mensonge qui existe aussi. Mais justement, la loi prévoit la déclaration inexacte, la déclaration fausse. Parce que l'inexactitude peut ne pas être intentionnelle. Elle peut être, involontaire. Par contre, la déclaration fausse, il y a une dimension intentionnelle dedans. Tous ces cas-là, c'est prévu. Donc ça veut dire qu'il peut... Tout à fait. Daouda Diarra, du Populaire. Bonsoir. Je reste dans le registre de la bonne gouvernance et de la corruption. Merci d'y rester, ça me plaît. Voilà. D'abord, il y a la grande corruption qu'on soupçonne à travers les marchés de gré à gré, la commande publique. Mais il y a la petite corruption qui fatigue et qui exaspère la plus large part de la population. Qu'est-ce que votre pouvoir, qui clame la restauration des valeurs, compte faire en fait pour endiguer ce phénomène? C'est un phénomène qui, agrégé, peut prendre une ampleur beaucoup plus importante que la grande corruption qui est plus visible. Deuxièmement, vous étiez à l'Assemblée il y a quelques jours pour le vote de la déclaration de patrimoine. Il y a des corps, bien des segments de la société qui sont exclus du champ d'applicabilité de la loi. On a vu Maître El Hadj Diouf, tonitruant, y aller à tout va en dénonçant le cas des magistrats qui sont hors de portée, les inspecteurs du Trésor, si je ne m'abuse. Et c'est des gens qui sont les députés, et c'est des gens qui peuvent être exposés à la corruption ou à des actes similaires. Qu'est-ce que vous comptez faire pour aussi rassurer les gens qu'il n'y a pas de failles dans ce système? Très bien. Merci Daouda. J'ai lu sous la plume de Hassan II quelque chose qui m'a frappé un jour. Il rapporte une discussion qu'il a eue avec le président Valéry Giscard d'Estaing, qui lui dit: Sa Majesté, ce qui m'intrigue chez moi, c'est le niveau de développement de la corruption. C'est terrible. Il commence à citer des secteurs. Et Sa Majesté de lui dire: Monsieur le Président, vous avez raison,
Mais ce qui m'attriste le plus et me pose le plus de problème, c'est la petite corruption. Quand un citoyen ordinaire va dans une mairie, ou va avoir un certificat, on lui demande un paiement indu. Quand un citoyen veut un acte administratif le plus élémentaire et qu'il veut même s'inscrire dans une institution, il fait face, ça me terrifie. C'est vrai, c'est une préoccupation partout. Mais il n'y a pas de petite ni de grande. Dans ma conception de choses, il n'y a pas de petite ni de moyenne. Elles font des dégâts, toutes les deux, dans notre société. Et comme telles, dans la technique législative adoptée par le gouvernement, il n'y a pas de distinction. Il y a simplement la corruption, qui est déterminée par la loi depuis que le code pénal existe au Sénégal. Il n'empêche que l'OFNAC va probablement être plus focalisé sûrement sur la grosse corruption. Mais attention, la grosse corruption, la lutte contre la grosse corruption, du point de vue symbolique, est très très important. Mais la petite symbolique, c'est également l'autre aspect, c'est la petite corruption. Mais il y a un ensemble de dispositifs qui existent. Et là également revient ce que nous disions précédemment. Au fond, l'État ne peut pas lutter efficacement contre la corruption quand la corruption elle-même est initiée par le citoyen lui-même. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Connaissez-vous Medzo Diatta? Si vous ne le connaissez pas, je vous raconte son histoire. Ouais. C'est ce jeune musicien sénégalais qui a été, en tout cas, pris dans la rue. J'ai lu dans la presse. Qui est accusé de tentative de corruption d'un policier. Il a fait la prison, condamné à 10 jours. Il est sorti puisqu'il a épuisé ses 10 jours de prison. Mais certains Sénégalais ont dit, mais d'accord, si on veut donner un exemple, mais il ne faut pas qu'on s'en arrête là. Oui, qu'est-ce que vous répondez? Bon, d'abord, sa faute est payée par la justice qui l'a condamné. Bon, je ne voudrais pas m'étendre outre mesure sur son cas. Et en plus, je l'ai entendu dire, j'ai commis une bêtise. Qui n'en a pas commis dans la vie? Nous tous, on en a commis quelquefois. Il semble regretter. Donnons-lui crédit de ce regret-là. En revanche, ce qui est important, c'est qu'il est évident que ce comportement n'est pas acceptable. Au fond, un policier est corrompu, passez-moi l'expression, ou un infirmier, ou un ministre, il y a bien quelqu'un qui l'a corrompu. Il ne l'a pas fait seul. C'est là où on questionne l'attitude du corrompu, et on n'interroge pas, on ne questionne pas l'attitude de celui qui a corrompu. J'ai une expérience qui m'a renseigné un jour. De la même peine de toutes les façons. Mais écoutez ce que je vous dis. J'ai rencontré quelqu'un, commerce facile, avec qui j'ai discuté. Quand je l'ai vu la première fois, on discutait, il est venu me voir à la rédaction. Il semblait être heureux de me dire comment il est arrivé à corrompre un haut fonctionnaire quelque part. Et j'étais énervé, je lui ai dit, mais tu es plus méprisable que lui. Non seulement tu l'as corrompu, mais tu le dis partout. Et tu sembles en être fier. C'est l'un des problèmes les plus graves. Parce que quand vous avez de l'argent, vous voulez un service ou vous voulez quelque chose, vous présentez devant quelqu'un qui est même dans une situation difficile, vous engagez la corruption, ce n'est pas lui qui est condamnable, c'est vous qui êtes condamnable. Même si la loi punit de la même façon les deux. Je suis d'accord avec vous. Donc autant le gouvernement a à faire, autant les citoyens ont à faire. Mais les citoyens ne le feront pas seuls. Il faut qu'il y ait un accompagnement, développement de la citoyenneté, l'éducation citoyenne, l'éducation à la question de l'intégrité. Je suis heureux d'ailleurs de vous dire, voilà les directeurs chargés dans mon ministère de l'éducation à la citoyenneté et à la gouvernance. Deuxième question de Daouda Diarra, les députés, les magistrats, les maires et autres qui sont exclus du champ d'application de la loi sur la déclaration de patrimoine. Le gouvernement, pour la déclaration de patrimoine, a fait une option claire. Entre le symbolisme et le réalisme opérationnel, nous avons choisi le réalisme opérationnel. Je m'explique. Les députés, symboliquement mis dans le rang, c'est significatif du point de vue de l'entendement et des symboles. Mais du point de vue de la réalité, les députés ne gèrent rien du tout. Vous décidez de le mettre dans la déclaration de patrimoine. Ça n'a pas de signification autre que symbolique. Notre option était claire. Parce que si nous avions mis tous les élus, parce qu'en fait la loi dit les élus, qui a posé un principe, ça voudra dire en moyenne, nous avons fait les simulations, c'est 40 conseillers élus dans les départements, en moyenne par collectivité locale, multiplié par 600 collectivités locales, ça te fait 38 000 personnes à assujettir. En France,
je vous dis bien, sur un volume global potentiel de 5 millions de fonctionnaires de la fonction publique centrale et de la fonction publique locale, c'est 12 000 personnes qui sont visées par la loi. En Belgique, un peu plus d'1 million, c'est 8 000 personnes qui sont visées. Il n'était pas raisonnable que le Sénégal aille dans une perspective qui prévoirait de punir, d'obliger la déclaration de patrimoine pour à peu près 40 000 personnes. En étant sûr, oui. On a vu récemment un ancien haut fonctionnaire de la régie financière. Je vous ai convaincu sur les députés alors. De la régie financière qui est épinglée pour un accroissement exorbitant de son patrimoine. Merci. Donc, mais je viens sur ça. Voilà. Et parmi ces corps sensibles, la magistrature. Et aussi des membres de la justice qui sont chargés de trancher des litiges commerciaux. Qui peuvent je suis d'accord avec vous. Un milliard, des litiges à milliards, comme les procureurs généraux. C'est un argumentaire en apparence pertinent, mais il ne l'est pas. Je vous dis, c'est le même procédé qui nous amène à ça. Si vous décidez d'assujettir tous les... Parce que pourquoi les magistrats seulement? Il faut mettre tous les douaniers du pays. Il faut mettre tous les magistrats du pays. Mais ce n'est pas réaliste. Vous n'y arrivez pas. Par contre, en revanche, c'est eux-mêmes qui avaient intérêt à la déclaration de patrimoine, pas l'État nécessairement. Pourquoi? Parce que la déclaration de patrimoine, si vous la faites, l'OFNAC vous donne quitus à l'entrée et à la sortie. C'est un moyen de protection juridique pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? En réalité, la déclaration de patrimoine est moins une sanction contre celui qui l'a fait qu'un mécanisme pour le protéger contre d'éventuelles situations de suspicion ou même de poursuite. Si vous y renoncez, vous n'en disposez pas, vous avez plus à en pleurer qu'à en jouir et à danser. Il faut le comprendre. Deuxièmement, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas une déclaration de patrimoine qu'on est à l'abri de poursuites par l'OFNAC. On le dit simplement parce qu'on pense que la déclaration de patrimoine est un mécanisme de lutte contre la corruption. Non, c'est un mécanisme de lutte plutôt un mécanisme de promotion de l'intégrité publique en faisant en sorte que l'homme politique ou le haut fonctionnaire devienne plus crédible auprès de l'opinion. Et par conséquent, l'organe de lutte contre la corruption, c'est l'OFNAC. Mais la déclaration de patrimoine a une vocation essentielle, sociale et politique, qui sert à crédibiliser davantage l'homme politique auprès de l'opinion nationale. Et ça, c'est important. Dernière question. Alors, mais je finis. Terminer rapidement. Il n'est pas possible dans la loi de viser des corps. Non. Pourquoi viser le corps des magistrats? Nous avons corrélé la posture avec les responsabilités. Ce n'est pas parce que vous êtes magistrat que vous avez une responsabilité dans la gestion. Et quand vous posez la question, on peut lui donner de l'argent quand il juge. Mais c'est la corruption. Ce n'est pas la déclaration de patrimoine, c'est l'OFNAC. Voilà le choix que le gouvernement a fait, qui est un choix raisonné, plus un choix simplement symbolique. Amadou Ba. On va peut-être parler maintenant du plan Sénégal émergent. Merci. On n'a pas eu l'occasion peut-être de passer des vidéos, mais bon, j'avais une question dans ce sens. On ne vous a pas vu au groupe consultatif de Paris, beaucoup se posent des questions là-dessus, mais ce qui est plus fondamental à mon avis, c'est quelle est la capacité d'absorption financière du Sénégal? Quand on sait qu'on a obtenu plusieurs milliards, en l'état actuel, il y avait Idrissa Seck, il y a eu Hadjibou Soumaré. Est-ce que vous voulez nous faire un peu la genèse, la capacité d'absorption du Sénégal? Je vous ai dit au départ de mon propos que nous changeons non seulement de paradigme, mais de moyens et de mécanismes et de perspectives. Si nous ne sommes pas capables d'absorber les fonds, ce n'est pas la peine de les recevoir. Le choix est vite fait. Hadjibou, Idriss Seck que vous citez, et le président Macky Sall à l'époque, il y a quelque chose qui a changé fondamentalement. L'engagement, mais surtout l'option fondamentale de mettre une delivery unit à côté du président de la République. Ça n'existait pas. Au moins aujourd'hui, nous avons fait l'option de faire en sorte que ce que nous avons recueilli comme annonce à Paris soit traduit dans la réalité. Ça n'incombe pas seulement au gouvernement sénégalais. C'est nous tous.
même si le gouvernement est la cheville ouvrière de ce qu'il faut faire. Quelle est la pertinence de nommer un ministre chargé uniquement de la mise en œuvre du PSE quand nous avons un Premier ministre et un ministre de l'économie et des finances, avec à ses côtés un ministre du budget et même un ministre du plan et un ministre des investissements? Vous posez la question. Il n'y a pas une inflation institutionnelle. Mais vous faites une erreur. Parce que le fait lui-même n'est pas exact. Il n'est pas chargé d'exécuter. Il est chargé... mise en œuvre, c'est ce non, c'est pas ça. Que Delivery unit. Il est chargé lui-même, pour le compte du président de la République, de regarder l'exécution qui est confiée au ministère. Ce n'est même pas le ministre des Finances qui exécute. Chaque ministre, en ce qui le concerne, pour les projets qui relèvent de son département, c'est lui qui les exécute. D'abord, première remarque. Donc, la critique n'est pas fondée, parce qu'elle n'est pas basée sur un fait. Deuxième remarque, c'est le ministre des Finances qui reçoit naturellement les fonds, parce que pour le gouvernement sénégalais, c'est une règle humiliable, c'est le ministre des Finances qui contracte au nom de l'État du Sénégal tous les projets financiers. Voilà son rôle, il le contacte. En ce qui le concerne, il a une partie de mise en œuvre qui lui incombe en tant que ministère sectoriel. Le ministère de l'Éducation, ministère sectoriel, l'enseignement supérieur, les mines, voilà ce qu'il exécute. Maintenant, qu'est-ce que le président veut? C'est simple. C'est que tous les jours, à côté de lui, qu'il y ait un ministre qui lui dit, Monsieur le Président, dans tel secteur, tel problème s'est posé, voilà les solutions que je propose en relation avec le ministre. Vous comprenez? Voilà comment ça va se passer. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens... Oui, mais c'est vraiment la toute dernière question. Mais j'ai fini avec, oui. S'il vous plaît. Oui. Vous voyez, vous avez vous-même dit, vous m'avez posé la question pourquoi vous n'êtes pas à Paris. J'étais pas à Paris parce que je n'avais rien à faire là-bas. Parce que le président avait dit, les ministres qui sont des ministres sectoriels, qui ont des trucs, doivent y aller. Je n'étais pas, je ne suis pas parti, ce n'est pas important. Mais vous voyez, vous ne posez pas l'essentiel, mais vous posez l'accessoire. Et c'est ça que nous ne demandons pas déjà. Ce que nous demandons, c'est que vous posez les questions essentielles dans le PSE. Et voilà votre responsabilité. Non pas, de mon point de vue, des questions qui sont totalement subsidiaires pour moi. Latif Coulibaly n'y est pas allé. Est-ce que ça a empêché la tenue des assises? Est-ce que ça a empêché que le Sénégal ait reçu autant de milliards? Non. Mais c'est vrai. Sa question peut avoir un intérêt. Vous la posez parce directement. À côté de cela, oui. Il y a aussi que c'est la première fois qu'un président de la République va défendre le dossier du Sénégal en laissant son Premier ministre ici. D'accord. Vous êtes le porte-parole du gouvernement. Mais d'accord, vous-même, vous n'aurez pas trouvé gênant, c'est étonnant d'ailleurs. J'ai vu un jour un journal titré « Et le président et le Premier ministre tous à l'étranger ». Les journaux l'ont titré en critiquant le président. Pour une fois que le président, enfin, pour toujours d'ailleurs, il est parti. Comment pouvez-vous concevoir que le président et le Premier ministre soient tous les deux à Paris? C'est l'un ou l'autre. Ça ne peut pas être les deux à la fois, logiquement et de façon cohérente. C'est une première quand même. Ce n'est pas une première. Qu'un président aille défendre merci. un dossier comme ça. Vous êtes juriste comme moi. Vous êtes juriste. Enfin, nous avons appris le droit. Oui. Vous savez que dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire, il ne saurait y exister de doctrine établie. Il ne peut pas y avoir de doctrine établie. Chacun qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire l'exerce à sa façon et comment il sent les choses. Le président a décidé de l'exercer en allant en Paris. Pourquoi la doctrine qui a été établie par Abdoulaye Wade ou par Abdou Diouf ou par quelqu'un d'autre devrait prévaloir en la matière? Non. Sinon, ce n'est plus le pouvoir discrétionnaire. C'est un pouvoir lié. On dit à la fois une chose et son contraire. Daouda Diarra, c'est vraiment la toute dernière, parce que le réalisateur me dit que le temps est épuisé. Oui. Il a soulevé une question qui me semble véritablement importante. Un peu plus fort, Mamadou a soulevé une question qui me semble véritablement importante. Laquelle? Dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, avec la nomination du ministre chargé du bureau opérationnel de suivi du Sénégal émergent. Voilà. Le président disait que c'est le seul plan, le plan Sénégal émergent. Alors qu'il y a un gouvernement qui est chargé de traduire en acte la vision politique du chef de l'État. Alors, ne pensez-vous pas, à tout le moins, s'il ne se marche pas sur les pieds, qu'il y ait des frictions? Vous l'avez dit, le président a besoin de quelqu'un qui lui dise en temps réel, voilà ce qui ne marche pas. Est-ce que c'est pas, je m'excuse, c'est pas péjoratif, un flicage? Mais attendez, qu'est-ce que vous appelez friction? Je m'en excuse. Qu'est-ce que vous appelez friction? Mais c'est parfaitement, même si vous êtes deux frères, si vous faites une chose ensemble, il peut y arriver
qu'il y ait des divergences de points de vue. S'il y a des frictions qui portent atteinte à l'exercice du pouvoir de l'un et de l'autre, le président en décide. Et croyez-moi bien, si ça doit entraver la marche du PSE, le président n'hésitera pas. Je parle en son nom, je n'aime pas trop le faire, mais je le crois, vu sa détermination et en plus. Il n'hésitera pas à faire quoi? À régler le problème qui se pose. À virer qui? Non, écoutez, moi je ne suis pas dans ces considérations qui ne sont pas les miennes. Je suis trop sérieux pour parler de ces questions, virer quelqu'un. D'abord, je n'ai pas le droit de dire des choses comme ça. Et en plus, ce que je dis, ça n'a rien à voir avec virer quelqu'un. D'ici le président se rend compte qu'il y a un problème, entre deux, c'est même pas entre tel et tel, peut s'agir. Et en plus, celui qui suit l'opération, mais il n'est pas impliqué dans l'exécution pratique. Il ne peut pas y avoir de friction. Il fait une observation qu'il transmet à qui de droit qui en tire les conséquences, qui est le seul habilité par la loi à en tirer les conséquences. C'est clair. Mais pourquoi cela? Il faut qu'on se pose la question de savoir pourquoi le Sénégal a décidé de faire comme ça. Tous les pays qui ont mis un plan similaire, l'un des premiers pays sous-développés à l'avoir fait, c'est la Malaisie. C'est Mahathir, auprès de qui, Premier ministre, le bureau de suivi qu'on appelle Delivery Unit, le terme n'est pas facile à traduire en anglais, en français, qu'on a été installé. Le Sénégal n'innove pas en la matière. Il suit une pratique qui a réussi ailleurs, que nous n'avons pas expérimenté, que nous avons décidé d'expérimenter. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Nous sommes au terme... Et il a confié à un homme de très grande valeur. Voilà, un cadre sénégalais. Nous sommes au terme de cette émission, Monsieur le Ministre. Merci Daouda Diarra, merci Amadou Ba. Je signale la présence des étudiants de CIBDECO. Merci au sympathique public. Je sais, c'est le problème de cette émission. Le public n'a pas toujours suffisamment de temps de parole. Deux dernières questions. Question instantanée, réponse instantanée. Vous êtes l'auteur de Contes et mécontes de l'ANOCI. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris l'emprisonnement de M. Karim Wade? Vous demandez la question au ministre ou vous la demandez au citoyen à l'homme? Abdou Latif Coulibaly, simple, qui a été journaliste, qui est aujourd'hui ministre. Je vous répondrai après la fin de l'émission, pas à l'antenne. On va vers des élections locales. Vous êtes candidat à la mairie de Sokone? J'ai eu la chance hier d'avoir été à Sokone pendant 3 heures, 4 heures de temps. Mon parti à Sokone a présenté ma candidature pour être le candidat de l'APR comme maire de Sokone. Je l'ai accepté avec la plus grande satisfaction parce que je ne vois pas quelque chose de plus grand que des concitoyens de ta ville te demandent de présider à la destinée de ta ville. J'en suis heureux et je souhaite que le bon Dieu et le travail des Sokonois m'accordent le suffrage. Voilà. Un certain Abdou Karim Sakho entend vous barrer la route. Il est au même titre que vous, militant de l'APR. Abdou Karim Sakho, c'est un adversaire sérieux, redoutable pour vous? D'abord, ce que je te dis, c'est un jeune frère à moi qui m'est très proche. Mais on est en démocratie. S'il estime devoir briguer le suffrage des Sénégalais, des Sokonois, libre à lui de le faire. Les Sokonois en décideront. Il ne peut pas y avoir de débat à ce niveau-là. Merci Abdou Latif Coulibaly d'être venu à l'émission Les Affaires de la Cité. C'était le 11e numéro. Merci de nous avoir suivis ce soir. Prochaine émission dans un mois. Bonsoir et merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés.